Alors, l'apport de Georges Vaïda à l'histoire de la philosophie arabe, je ne prétendrai pas ici en donner un aperçu véritablement complet, véritablement exhaustif, pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison de temps, ensuite aussi parce que pour pouvoir donner un tel aperçu, il faudrait avoir tant soit peu fait soi-même un parcours, pour pouvoir avoir pris toute la mesure de l'œuvre de Vaïda dans tout ce qu'il a fait, avoir fait un parcours tant soit peu comparable au sien, n'est-ce pas, tant en durée qu'en qualité, et je dois reconnaître que c'est absolument pas mon cas. Sans avoir été, pour des raisons chronologiques, un disciple de Vaïda, évidemment, je l'ai croisé sur mon parcours à l'occasion de divers travaux, aussi parce que je me suis trouvé, disons, appartenir à des institutions où il avait exercé, qu'il avait contribué à fonder. Donc j'ai eu très souvent cette ombre tutélaire de Georges Vaïda au-dessus de mes petites activités, n'est-ce pas? Et je l'ai en effet, en traitant d'assez nombreux dossiers, rencontré sur mon parcours, le parcours de mon travail. Alors, comment apparaît Georges Vaïda à un islamisant, disons, un spécialiste de philosophie arabe? Il n'apparaît pas comme un islamisant, un spécialiste de la philosophie arabe pour la philosophie arabe, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'assez différent. On est dans un univers culturel assez différent. Georges Vaïda, on l'a dit ce matin, n'est-ce pas, s'est occupé du fond des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale, avant même de s'occuper des manuscrits hébraïques. Il a eu l'occasion de voir passer sous ses yeux des manuscrits de philosophie dont la Bibliothèque nationale compte un assez grand nombre, qui témoignent de toutes sortes de traditions textuelles philosophiques arabes que, de ce fait même, Vaïda connaissait bien. Il en a, pour la plupart du temps, jamais fait un objet d'étude pour soi. Nous avons dans les fonds de manuscrits arabes des bibliothèques d'Orient et d'Occident des textes de philosophie arabe classique qui remontent en gros à une période qui se situe avant le XIIIe siècle. Et puis nous avons toute une tradition philosophique postérieure qui se poursuit du XIVe au XVIIe, voire XVIIIe, XIXe siècle, sous la forme d'une philosophie arabe de type scolastique, disons post-avicénienne, qui consiste dans des commentaires de commentaires, etc. Georges Vaïda, lorsqu'on lit, d'ailleurs, comme j'ai l'occasion de le faire, les notices consacrées à ces manuscrits, aux manuscrits qui donnent ces œuvres, les connaissait parfaitement, n'est-ce pas? Il connaissait parfaitement toutes les filiations scolaires qui liaient entre eux ces auteurs, commentateurs musulmans des siècles tardifs. Il n'a jamais éprouvé le besoin non plus de faire porter sur ces traditions textuelles des études spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il s'intéressait certes à la philosophie arabe, mais en tant qu'un spécialiste du judaïsme, n'est-ce pas? Ce qu'il est avant tout. Alors, il est un arabisant, il faut voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, ce que ça veut dire pour un homme de sa formation que d'être arabisant. De fait, les travaux spécifiquement consacrés à des auteurs arabo-musulmans où ils traitent de cette matière, où ils les traitent pour eux-mêmes, si vous voulez, est extrêmement restreint par rapport aux œuvres consacrées à la philosophie juive. C'est une première constatation. Elle perd une grande partie de son intérêt si on accepte de se défaire de ces qualifications un peu artificielles qui sont philosophie juive, philosophie arabe, philosophie chrétienne, n'est-ce pas? Pour la philosophie chrétienne, c'est un débat qui... vous savez que c'est Gilson qui avait lancé ce concept de philosophie chrétienne, et puis des discussions récentes ont pu lui faire un sort, n'est-ce pas? Des discussions qui conduisent à considérer plutôt qu'il n'y a pas une philosophie
arabe, au sens où il y aurait une différence substantielle dans cette période de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Âge entre une philosophie qui aurait été marquée par le judaïsme ou une philosophie marquée par l'islam ou une philosophie marquée par le christianisme, mais plutôt, si vous voulez, une même matière traitée respectivement par des juifs, des chrétiens et des musulmans qui, en certains lieux et dans certaines époques, ont été pratiqués dans des communautés juives, dans des communautés musulmanes, dans des communautés chrétiennes. Et là, pour départager, n'est-ce pas, ce qui serait philosophie juive et ce qui serait philosophie arabe, la langue, évidemment, non plus, n'est pas un critère. Nous savons bien que tous les grands auteurs juifs de théologie, de kalam, le mot même de kalam est pris à l'arabe, et de philosophie ayant vécu dans le monde arabo-musulman ont écrit essentiellement en arabe leur œuvre scientifique, que très vite aussi dans le monde latin des philosophes juifs de confession ont pratiqué la philosophie en hébreu mais aussi en latin, notamment en Italie à la fin du Moyen-Âge. La langue non plus donc n'est pas un critère, l'objet traité par Vaida, en fait, c'est une tradition qui mêle dans des proportions spécifiques un héritage aristotélicien et un héritage néoplatonicien, et qui se transmet en fait, de façon ininterrompue depuis la fin de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ça, c'est l'univers intellectuel de Georges Vaida, et c'est à ce titre que Georges Vaida est notamment arabisant, ce qui ne signifie nullement qu'il ait été un arabisant de moindre compétence, puisque, on verra, je reviendrai après sur son parcours, sur sa formation d'arabisant, n'est-ce pas, il se trouve être parmi les rares savants, au moins, disons, en Europe occidentale, n'est-ce pas, qui étaient capables de lire parfaitement, d'avoir la même compétence linguistique, aussi bien en grec, en latin qu'en arabe et en hébreu, n'est-ce pas ? Ça n'avait pas du tout, ne représentait pas une limitation pour lui, comme c'est le cas pour presque tout le monde parmi nous, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est extrêmement important à considérer. Ce que je pense pouvoir retenir, si vous voulez, de la formation de Vaida, c'est que son horizon intellectuel et ce qui justifie son intérêt en tant que savant, c'est, disons, un enracinement dans une certaine tradition juive qui est peut-être, disons, rattachée à une formation scolaire donnée dans l'enseignement juif en Europe orientale. Tout ça me paraît tout à fait important, n'est-ce pas ? Alors, c'est tombé. J'y reviendrai ensuite. Alors, si je donne une petite référence, si vous voulez, les plus importantes contributions de Vaida, qui sont, je veux dire, en nombre assez restreint, si vous voulez, les plus importantes contributions de Vaida au domaine de la philosophie et de la théologie musulmane ont été rassemblées par Daniel J. Marais, Maurice Rubenayoun et Jean Jolivet sous le titre « Études de théologie et de philosophie arabo-islamique à l'époque classique » et publié à titre posthume en 1986. Dans ce volume, 4 études sont proprement consacrées à la philosophie arabe, à des auteurs arabo-musulmans, en particulier Al-Farabi. On y reviendra et on verra pourquoi cet intérêt particulier pour Al-Farabi. Les auteurs du volume auraient pu y ajouter un certain nombre de traductions d'Avicenne, sur lesquelles je reviendrai aussi, mais qui étaient probablement trop volumineuses pour tenir dans ce recueil.
En dépit donc de ce nombre limité, si vous voulez, de contributions spécifiques à la philosophie arabo-musulmane, si on veut retenir cette catégorie historiographique, Georges Weida reste une figure que l'étudiant que certains ont été, comme moi notamment, qui se forment dans cette discipline qu'est la philosophie arabe, rencontre régulièrement sur son chemin et qui a une importance, dont l'œuvre a une importance significative pour deux raisons principales. La première, c'est que si on accepte les contributions, articles, livres spécifiquement consacrés à la matière, il faut retenir aussi de l'œuvre de Weida, il en sera question plus tard, un très grand nombre de comptes rendus, plus de 150, j'en ai compté, sur la production savante consacrée à ces matières. Georges Weida était dans ce qu'on appelle aujourd'hui une veille scientifique, une espèce de veille scientifique permanente concernant tout ce qui pouvait être publié sur le sujet, sur traduction, études de philosophes arabes, et je compte en effet plus de 150 comptes rendus qui sont tous de la plus grande importance. Alors quand on verra, n'est-ce pas, plus tard dans l'après-midi, ce que sont ces comptes rendus, il ne s'agit pas du tout d'écrits de circonstances, de formalités, n'est-ce pas, mais d'analyses extrêmement minutieuses de contenu, avec des corrections de détails qui sont d'une telle acuité et d'une telle qualité qu'il faut nécessairement, lorsqu'il y a un compte rendu, adjoindre aussi le compte rendu à l'œuvre elle-même, n'est-ce pas, parce que dans une traduction d'Averroès, une traduction d'Avicenne, où un traducteur a laissé passer 2 ou 3 faux sens, et bien Weida immédiatement les détecte et les signale, les expose, les analyse, de sorte que ces comptes rendus font véritablement partie de la publication elle-même. On ne peut pas, n'est-ce pas, il faut absolument, si on étudie la publication, lire aussi le compte rendu, ce type de compte rendu, dont on ne fait plus beaucoup d'ailleurs de nos jours, mais qui deviennent des contributions scientifiques à part entière, qui sont du même niveau que l'ouvrage lui-même. Alors, donc, importance de cette contribution par le biais des comptes rendus, et puis importance, caractère significatif aussi de l'œuvre d'Arabizan, cette fois, si vous voulez, du point de vue de l'originalité de l'approche de ces disciplines, dont en gros la philosophie gréco-arabe et la théologie musulmane, par rapport à l'orientalisme pratiqué en France à l'époque où Georges Weida arrive, c'est-à-dire à la fin des années 20, début des années 30, n'est-ce pas? Il assiste au séminaire de Massignon, à l'école pratique à partir du début des années 30. Sa formation d'orientaliste, sa formation d'arabisant possède, si vous voulez, des caractéristiques propres qui lui permettent d'éclairer d'un jour original et nouveau les discussions sur ces matières scientifiques et dans ces disciplines. Je dirais, ou répéterai, si vous voulez, qu'il me semble que la compétence scientifique et l'intérêt de Georges Weida pour l'islam procèdent d'une forme de culture enracinée dans une tradition intellectuelle qui est propre à la formation juive dans l'Europe centrale à la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Alors, quels sont les constituants de cette formation d'un étudiant juif? C'est d'abord le tronc commun qui est le lycée avec la formation du lycéen dans ce qu'était l'empire austro-hongrois, c'est-à-dire que naturellement il se caractérise par une solide formation classique des humanités, latin, grec, ça on devait passer par là. Et puis ensuite, et Georges Weida donc est passé par ce lycée de Budapest pour ensuite entrer au séminaire israélite. Et c'est dans ce même moment qu'il apprend l'arabe, n'est-ce pas? Dans un séminaire juif, il apprend l'arabe. Et
cet intérêt, si vous voulez, orientaliste, qui serait peut-être incongru ailleurs dans le monde, etc., n'a finalement rien d'original dans ce milieu juif-là. Puisque, comme on l'a rappelé ce matin, c'est le professeur de Bible au séminaire de Georges Weida qui l'initie aux études arabes. C'est même, n'est-ce pas, quelque chose qui n'est pas commun, d'une certaine manière. Hein. Ça ne va pas de soi dans l'ensemble l'ensemble du monde juif, occidental en particulier. On l'a dit ce matin, l'intérêt à l'époque, n'est-ce pas, pour les matières musulmanes, pour la théologie musulmane, pour l'histoire religieuse musulmane, était motivé par ce souci comparatiste, hein, qui faisait que les grands biblistes ont éprouvé le besoin d'étudier les figures des prophètes de la Bible dans le Coran, et à ce titre, n'est-ce pas, se sont intéressés aux études arabes. Et les premiers travaux de Weida dans les années 30 sont consacrés à cette question, parce que Weida, on va le voir, si vous voulez, dans la suite de cette petite présentation, une grande partie des intérêts de Georges Weida s'explique par une fidélité au maître qui, n'est-ce pas, toujours aller fouiller des pistes, creuser des pistes qui ont été ébauchées par des maîtres, une fidélité qui est quelque chose de finalement difficilement concevable, enfin moins facilement concevable dans le monde actuel, n'est-ce pas, cet attachement à la continuité d'une tradition d'enseignement. Si vous voulez tirer un petit peu les fils de ces filiations scolaires, hein, il faut rappeler que Heller, justement, maître de Weida, est lui-même élève d'Ignaz Goldziher, donc autre compatriote de Weida, et que l'on considère généralement comme le fondateur de l'orientalisme moderne, qui, par le biais de Heller, influencera profondément, et par le biais de son œuvre, influencera profondément Weida. Goldziher s'est intéressé, il a un type de parcours tout à fait comparable à celui de Weida, n'est-ce pas? C'est le cursus des études juives, la lecture de la Bible à 5 ans, le Talmud à 8 ans, et puis à 13 ans, il lit le Guide des égarés, n'est-ce pas? À 13 ans. Et parallèlement, lui aussi, Goldziher suit des études secondaires dans un lycée tenu par des cisterciens où il va faire du latin lui aussi, n'est-ce pas, et va étudier à Budapest dans un établissement protestant, tout en étudiant quelques années après l'arabe à Berlin. Hein. Vous voyez l'étendue de cette formation intellectuelle, n'est-ce pas, où la culture du judaïsme est absolument coexiste avec une culture classique et puis une formation orientaliste extrêmement poussée. Tout ça est tout à fait caractéristique de ce milieu intellectuel. Si on veut reculer encore d'une génération, Goldziher à Berlin a pour maître à l'université de Berlin Friedrich Dietrici et Maurice Steinschneider, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui concerne ces deux savants, n'est-ce pas, dont Weida se trouve aussi par ses filiations l'héritier, beaucoup d'attitudes, beaucoup de la manière qu'a Weida de traiter l'érudition, nous le révèle comme sans doute le plus proche héritier de Steinschneider, n'est-ce pas, qui est mort en 1907, qui lui aussi, rappelons-le, a écrit de nombreux catalogues de manuscrits. La plupart des catalogues de manuscrits d'Allemagne et d'Angleterre également, le catalogue de la Bodleienne, catalogue de Leyde, de Munich, de Hambourg, de Berlin, tous sont dus à Steinschneider. Le caractère systématique et appuyé sur la bibliographie et sur la recension systématique des manuscrits, caractère qu'a cette érudition de Weida, trouve lui aussi son origine dans les deux sommes fondamentales de Steinschneider, qui sont respectivement die arabischen Übersetzungen aus dem Griechischen, donc publiées entre les années 89 et 96, hein, les traductions arabes à partir du grec,
et die hebräischen Übersetzung des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, les traductions en hébreu au Moyen-Âge et les Juifs en tant qu'interprètes. Alors, ces deux ouvrages que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, n'est-ce pas, qui couvrent l'ensemble du patrimoine, en fait surtout philosophique et scientifique, qui a été l'objet de la transmission des Grecs aux Arabes et des Arabes aux Juifs ensuite au Moyen-Âge, n'est-ce pas, eh bien, finalement, dessinent dans une très très grande mesure les contours de l'univers, de l'horizon de l'univers intellectuel de Georges Weida, n'est-ce pas, avec son caractère pluriculturel, son caractère polyglotte, et puis c'est les centres d'intérêt, n'est-ce pas, qui deviendront ceux de Weida. Et désigne évidemment une place centrale pour la philosophie arabe à l'intérieur de ces centres d'intérêt, puisque avec ces deux volets de l'œuvre de Goldziher, la transmission gréco-arabe et puis la transmission arabo-juive, on recouvre évidemment le gros de l'héritage philosophique arabe. Il faut noter également que Goldziher a aussi été l'initiateur des études modernes sur le philosophe, certains disent turco-iranien, disons, du Xe siècle, Al-Farabi, avec un ouvrage donc, qui représente le début des études modernes sur ce philosophe, Al-Farabi, des arabischen Philosophen, Leben und Schriften, Vie et écrit du philosophe arabe Al-Farabi, publié à Saint-Pétersbourg en 1969. Non, pardon, excusez-moi, je parlais de Steinschneider, bien sûr, oui, évidemment, excusez-moi, bien sûr. De même, d'ailleurs, que l'autre maître de Goldziher que fut Dietrici est aussi le premier éditeur occidental des œuvres d'Al-Farabi. Pas, il a donné d'un très grand nombre de traités à partir de très mauvais manuscrits. Il n'y en avait pas d'autres à l'époque, tout était manuscrit, n'est-ce pas? Il ne faut pas, donc, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, la plupart des œuvres du corpus philosophique arabe et autres d'ailleurs sont manuscrits. Les érudits travaillent quasi exclusivement, quand ils n'ont pas quelques lithographies faites en Iran ou en Inde, sur des manuscrits. Donc Dietrici a été le premier à donner des éditions et des traductions allemandes de la plupart des traités importants d'Al-Farabi. Si vous considérez l'attention et l'intérêt que Weida accorde à l'œuvre d'Al-Farabi, n'est-ce pas, pour ses propres travaux, ses propres études, Al-Farabi comme source de Maïmonide. Vous avez plusieurs articles, je ne peux pas rentrer dans le détail là-dedans, plusieurs articles sur Al-Farabi comme source de Maïmonide dans le Guide des Égarés, sur des citations inconnues d'Al-Farabi chez Maïmonide, etc. Bon, on ne peut pas, ne pas être tenté, si vous voulez, de voir une espèce de continuité scolaire entre cet intérêt pour Al-Farabi, cet intérêt particulier pour Al-Farabi chez Weida, avec l'intérêt pour le même Al-Farabi chez les maîtres de ses maîtres, n'est-ce pas? Dietrici, toujours, s'est également intéressé à la tradition pseudo-aristotélicienne arabe. Alors, pour l'histoire de la philosophie arabe, cette tradition pseudo-aristotélicienne est de la plus grande importance, puisque l'on sait que dans la Bagdad du IXe siècle, à l'époque d'Al-Kindi, ont vu le jour des tentatives, d'ailleurs réussies, pour harmoniser, pour constituer un corpus philosophique où des positions, où l'enseignement d'Aristote serait harmonisé avec des enseignements néoplatoniciens ayant pour source principalement Plotin et Proclus.
Alors, de cette immense activité sont nés, vous voulez, principalement deux traités qui ont survécu à côté d'une quantité d'autres textes qui ont connu une circulation plus souterraine. Donc, ont survécu deux œuvres qu'on appelle, pour la première, la théologie d'Aristote, qui n'est autre que un montage de citations paraphrasées des Énéades 4 à 6 de Plotin sur l'âme, l'intellect et l'un, n'est-ce pas, attribué à Aristote de façon probablement voulue, hein, pour pouvoir, si vous voulez, étayer l'idée que on pouvait concevoir une vision unifiante du monde pouvant être mise sous l'égide du grand maître Aristote et qui serait aussi compatible avec l'idée d'un Dieu donateur d'être et créateur des choses, n'est-ce pas, ce qui évidemment dans les limites strictes de la métaphysique d'Aristote, du livre lambda, n'est pas possible. L'autre traité qui a vu le jour dans la même période et qui a servi à des objectifs intellectuels similaires, c'est ce qu'on appelle le livre du bien pur, hein, en arabe al-Khair al-Mahd, le livre du bien pur, qui a été traduit en latin à la fin de la deuxième moitié du XIIe siècle sous le titre de Puro Bono, mais qui a été principalement connu sous le nom de Livre des causes, Liber de Causis, n'est-ce pas, et qui, lui, eh bien, est une réélaboration de certaines propositions des éléments de théologie de Proclus. Alors, pour en revenir justement à Friedrich Dietrici comme inspirateur de Vaida, Dietrici s'est également intéressé à la tradition pseudo-aristotélicienne arabe et il a donné la première édition de la pseudo-théologie d'Aristote, n'est-ce pas, bon, on retrouve là, à différents moments de son parcours, un intérêt de Vaida pour ce même texte, n'est-ce pas, puisque, outre qu'il a relevé des citations de la théologie d'Aristote chez divers auteurs juifs, il s'est proprement consacré à la traduction française de la paraphrase paravicène de la pseudo-théologie d'Aristote, n'est-ce pas, dans une traduction de plus de 60 pages parue dans la revue thomiste numéro 51, 1951, précisément, les notes d'Avicenne sur la théologie d'Aristote, étude et traduction de ces notes d'Avicenne sur la théologie d'Aristote. À partir d'une édition de ce commentaire par Avicenne de la théologie d'Aristote, faite par l'érudit égyptien défunt Abderrahman Badawi, n'est-ce pas, célèbre dans le monde académique pour la quantité industrielle de ces éditions de textes philosophiques arabes, faites à toute vitesse, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la vitesse de l'écriture manuelle, hein. Badawi, à lui seul, n'est-ce pas, a mis sur le marché les 2/3 du corpus philosophique arabe dans des éditions extrêmement rapides, absolument pas réfléchi, il n'avait pas le temps de contrôler tout ce qu'il faisait, il éditait plus vite qu'il ne pensait, qu'il n'écrivait même, et naturellement, bon, c'est cela que... Alors, c'est ce texte que Vaida récupère pour en faire, bon, cette édition qui est absolument insuffisante par elle-même, hein, et bon, lorsqu'on a l'occasion de travailler sur le texte d'Avicenne, c'est-à-dire le commentaire par Avicenne, et qu'on reprend la traduction de Vaida, on est absolument admiratif. À partir d'un texte aussi mal établi, si vous voulez, arriver à une traduction aussi critique, aussi précise, c'est-à-dire qu'il était capable, même lorsque rien dans l'édition ne permettait de soupçonner un problème, etc., de voir le problème et de mettre une petite note pour dire, attendez, là, il faudrait peut-être lire ça. Et si on retourne au manuscrit, on voit que c'est ça, n'est-ce pas, il fait que Jean Vaida est capable d'anticiper même des problèmes philologiques qui ne se posent pas. Il a une telle capacité à rentrer dans la texture du texte, finalement, que qui arrive à construire, à donner un sens cohérent à ce qui, en l'état de l'édition même, n'en a pas.
n'est-ce pas, ce qui est absolument sidérant à ce point. Donc ça, c'est une contribution tout à fait majeure de Georges Weida, que cette traduction a là aux notes d'Avicenne sur la théologie d'Aristote, qui a elle-même des implications doctrinales et théoriques tout à fait considérables, puisqu'il s'agit notamment de savoir dans ce texte, de savoir si, pour Avicenne, ce texte peut être véritablement d'Aristote, ou bien s'il soupçonne que ce n'est pas Aristote, etc. Tout ça tourne, il y a toute une grande partie des explications d'Avicenne qui tournent autour de ce problème un peu obsédant, et donc d'un grand intérêt philosophique et théorique. Et la traduction de Weida reste tout à fait utilisable, en l'absence aussi d'une édition critique qui n'existe pas encore de l'œuvre d'Avicenne. Je vais peut-être abréger, couper un certain nombre de choses pour en arriver, si vous voulez, à un dernier point, très rapide, qui concerne alors une question déjà soulevée par Colette Sirat, savoir le travail de Weida comme découvreur d'auteurs, découvreur de milieu philosophique grâce à un travail sur les manuscrits, n'est-ce pas ? Je citerai peut-être un exemple, n'est-ce pas, concernant un manuscrit que Weida a été sur lequel Weida a été le premier à attirer l'attention, qui est une copie unique, n'est-ce pas, d'un ouvrage, d'un traité de théologie de Yosef ibn Wakar, donc théologien de Tolède du XIVe siècle, le manuscrit Vatican hébreu 203, qui contient un texte que Weida a été quasiment le premier à étudier. Il avait été signalé par Gershom Scholem assez rapidement, qui contient donc ce traité intitulé Al-Maqalat al-Jami'a bain al-Hikma wa al-Sharia. Donc le traité d'unification entre la sagesse et la loi religieuse en arabe. Un texte rédigé en arabe, en caractères hébreux. Le traité en lui-même n'est pas d'une originalité, mais il vaut par son absence d'originalité, justement, dans la mesure où ce traité est une collection de citations extrêmement longues des textes les plus importants, lus, disons, en Espagne musulmane et naturellement juive aussi, n'est-ce pas, au XIIIe, XIVe siècle. On y trouve des passages d'Al-Ghazali, du Hayy Yaghzan, de textes extrêmement rares aussi, qui sont documentés dans la tradition manuscrite directe très peu, comme le commentaire sur le De Sensu et Sensato d'Aristote par Averroès. Et ce témoignage indirect, en fait, est de la plus grande importance pour l'établissement du texte. C'est Weida qui a révélé tout ce contenu, n'est-ce pas ? Il a été ensuite exploité plus avant par Mauro Zonta, qui probablement, donc en Italie, peut apparaître comme l'héritier, dans un sens, n'est-ce pas, un digne héritier assez direct de la tradition de ses études de philosophie à la manière de Weida, je dirais. Alors, je vais terminer avec ça, si vous voulez, pour donner une idée du foisonnement, simplement, de cette information dans les Weida, dans les œuvres de Weida. Cette Makala, ce traité de Yosef ibn Makar, cite notamment, parmi les innombrables textes arabes de grande importance, un passage probable très, très long d'un commentaire par Averroès d'un traité sur l'intellect, d'une épître sur l'intellect d'Alexandre d'Aphrodise, donc texte gréco-arabe, n'est-ce pas, et Weida le signale au début des années 50. Attention, il y a ça dans le manuscrit, il est en arabe. 20 ans ou 25 ans plus tard, on trouve une édition, si vous voulez, chez un auteur estimable qui est Davidson, l'édition de la version hébraïque de ce même texte, affirmant que l'arabe est perdu, n'est-ce pas ? Alors qu'il avait été repéré 25 ans auparavant par Georges Weida. Mais
l'information, si vous voulez, dans l'information dans l'œuvre de Georges Weida est tellement foisonnante et elle se présente sous une telle forme, il y a des choses capitales en bas dans une note de bas de page, hein, et tout cela est tellement foisonnant qu'il arrive, qu'il est impossible absolument de tout absorber, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on doit encore lire et relire Georges Weida, où on découvre quotidiennement toujours autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Excuse-moi d'avoir abonné.